Je dirais il y a une, On va un message passer le micro. Il y a un message supplémentaire à ramener, c'est qu'il a quitté le micro. C'est possible. Il y a peut-être un message supplémentaire à ramener pour ceux qui ne sont pas médicaux, c'est que chaque condition ou pathologie a eu cette tendance dans le temps à avoir ou une lecture psychanalytique, ou humorale, les glandes, ou auto-immune, Avril Dalton versus Joe Dalton devant Mama Dalton. Vous dites le 4e enfant, on est d'accord. Et puis les génétiques et puis l'épigénétique. On fait la même recherche sur l'Alzheimer, on fait la même recherche sur l'autisme, et donc le spectre par lequel on a eu la chance que vous nous guidiez est un spectre normal sur certaines pathologies sur lesquelles, aux conditions sur lesquelles on n'a pas encore trouvé et on cherche. Et je crois que ça c'est important que tout le monde le sache parce que ce sont différents prismes par lesquels on essaie de trouver, on essaie de forger, mais on le fait sur l'hémiopathie, on a eu le téléthon, et puis on a trouvé que là c'était génétiquement qu'on avait, et puis M. Freud, Jung s'en vont dormir, et puis peut-être que d'autres viendront après les épigénéticiens. Donc merci pour cette promenade à travers les différentes décades de science, avec des modes et puis des résultats peu prouvés. Merci beaucoup. Et puis Avril et Joe. On a un second micro, si jamais, ici à l'arrière de ça. Questions? Commentaires? Oui. Oui. Ah, ok. Oui, alors... Non, mais alors je donne. C'est bon? Ok. Alors, donc déjà, il y a quelque chose qui m'étonne. Enfin, j'ai trouvé, en tout cas, tout ce qui est au début de votre exposé, j'ai trouvé que c'était assez, pour ne pas dire très sexiste, en fait. Déjà, concernant les garçons qui jouent avec la poupée, ça serait, donc voilà, ça tend à dire qu'ils sont homo. Je suis étonné que vous disiez ça, que vous corroboriez ça plutôt. Le point, puis quand il y a des choses qui ont été démontées depuis de nombreuses années, comme par exemple le cerveau, on aurait trouvé que le cerveau des homosexuels, il y a une partie qui est plus grande que celle des hétéros. Déjà, ça avait été fait, bon, je ne me souviens plus exactement en détail, mais ça avait été fait sur un cerveau qui avait subi, en fait, à cause du formol, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas à cause de quelque chose, qui avait subi des modifications. Il y a des choses qui avaient été, s'étaient modifiées tout seul. Donc déjà, ça avait été en fait démenti, enfin, c'était plus valable. Et il y a d'autres choses qui n'allaient pas. Oui, il y a aussi la neurobiologie qui a expliqué que le cerveau a une plasticité cérébrale. Et c'est notamment ça qui expliquerait que, par exemple, des personnes, l'orientation sexuelle peut changer, et donc dû à cette plasticité cérébrale. Donc je suis étonné, ça aussi, qu'on n'en ait pas parlé. Et c'est d'ailleurs un modèle, c'est un modèle qui est très, qui est reconnu comme étant supérieur aux autres actuellement en tout cas. Tout ce qui est voilà, donc plasticité cérébrale et également le comportement érotique qui a beaucoup, qui est en rapport avec ça et puis qui a pas mal éclairé sur la question justement de l'origine de l'homosexualité, comme on pourrait devoir se poser la question de l'origine de l'hétérosexualité. Donc voilà, en gros. En gros. Je ne sais pas s'il a été très clair, j'ai parlé de plusieurs trucs en même temps. Bon, je vais essayer de discuter deux ou trois choses. Alors la première, comportement, disons, atypique pour le sexe des enfants et homosexualité. Il faut comprendre d'où viennent ces données. On a demandé aux personnes, on a fait deux choses. On a demandé aux mères comment étaient leurs enfants quand ils étaient jeunes et s'ils avaient des comportements que de manière conventionnelle, on associe plutôt aux filles qu'aux garçons.
Et il se trouve que les garçons qui sont devenus des adultes homosexuels, leur mère disait qu'ils avaient plus fréquemment ces comportements. Quand on demande aux homosexuels adultes eux-mêmes, on trouve la même chose. Ça ne veut pas dire que, évidemment, il n'y a pas de cause à effet. Je ne veux pas dire que parce qu'un garçon joue avec des poupées, il devient homosexuel. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est une association statistique forte et qui montre que l'orientation sexuelle est fixée avant la puberté ou suggère, disons, que cette orientation est fixée avant la puberté. Mais on peut vraiment donner de l'importance aux statistiques? Mais les statistiques sont ce qu'ils sont, et ensuite il faut les interpréter d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'ils sont assez parlants ici. Vous avez vu les différences, je crois que c'était 54% pour les hommes homosexuels et 9% pour leurs frères, disons, qui avaient subi le même environnement familial hétérosexuel. C'est une différence assez importante. C'est jamais en science 100% et 0%, mais c'est très suggestif à mes yeux. Plasticité cérébrale, bon, un des points que j'aimerais maintenir, c'est que l'orientation sexuelle, en tout cas homosexuelle des hommes, est un trait qui est relativement fixe pendant toute la vie. Et il n'est pas vrai que la plasticité du cerveau, du reste qui est un terme extrêmement vague, permet de modifier l'orientation sexuelle. Je crois que ça, on n'a jamais démontré que c'était possible. Concernant les travaux anatomopathologiques, c'est vrai que après la mort et par la fixation, il y a certains changements qui se font, mais ils se font évidemment dans les cerveaux des morts homosexuels et des morts hétérosexuels. Et si on trouve une différence entre les deux, elle n'est pas influencée par le fait que dans les deux cas, il y a des changements induits par la fixation, qui du reste permet d'éviter d'autres artefacts, par exemple les changements qui interviennent après la mort dans des tissus qui ne sont pas protégés contre la perte d'intégralité par les déchets, etc., qui se font après la mort. Voilà, c'est 2 ou 3 choses que j'aimerais dire à ce sujet. Oui, bonsoir. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée au début de votre conférence, c'est quand vous avez rectifié le discours de François Hollande. C'est vrai que c'est très faux ce qu'il a dit. Maintenant, il y a une chose qui questionne. On va dire que l'OMS a déclaré que l'homosexualité n'était pas une maladie. Oui. Je me trompe pas? Oui. Oui. Maintenant, tout le parcours de cette conférence, vous avez fait des comparaisons avec des maladies. Donc moi, ça me renvoie, est-ce que je suis malade ou pas, après cette conférence? Et le point d'interrogation, il reste un point d'interrogation. Alors, j'ai jamais dit, et je ne pense pas avoir dit que l'homosexualité est une maladie, mais disons, l'investigation de l'origine de l'homosexualité s'appuie sur les méthodes qui sont utilisées pour investiguer les maladies. Ça, c'est 2 choses entièrement différentes, et évidemment, il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. C'est pas parce qu'on compare l'hérédité de l'homosexualité avec l'hérédité de l'hémophilie, qui est une maladie grave, on doit conclure que l'homosexualité est également une maladie grave. C'est pas une conclusion. Hein. Ça serait une grave erreur, et je ne la fais pas. Si j'ai donné cette impression, il faut la corriger tout de suite. Merci. Bonsoir. Je pense que ce qui gêne un petit peu, c'est que finalement, ça pose la question de la finalité de toutes ces recherches. Parce que quand on évoque les notions de maladie, finalement, on se demande pourquoi les chercheurs passent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à chercher les causes de ce qu'il faut continuer à
qualifier de pathologie, puisque dans un esprit de chercheur quand même, il y a quand même une finalité en soi. Alors le but c'est de comprendre, mais si on obtient des financements pour comprendre, c'est bien qu'il y a quand même un aspect curatif derrière. Ça c'est ma propre analyse, ça aurait peut-être un avis différent. Moi je pense que c'est pas juste. Disons, la curiosité scientifique est neutre en soi. Par ailleurs... En tant que scientifique, je n'ai pas le même point de vue que vous là-dessus. Et puis, il faut quand même dire une chose. Hein, le groupe de recherche qui a fait des recherches sur le gène gay est lui-même homosexuel. Et il est actif, un homosexuel actif qui milite pour la cause homosexuelle. Évidemment, ce qu'on y trouve, comme j'ai dit, je ne suis pas du tout d'accord avec l'interprétation que parce qu'on utilise des méthodes scientifiques qui sont utilisées dans les maladies, il faut conclure que l'homosexualité soit une maladie. Ce serait une erreur que je pense les gens qui ont fait ces recherches n'ont pas commis. Et il faut quand même voir qu'il y a certaines choses qui, dans ces recherches qui sont immédiatement utiles politiquement pour la cause homosexuelle. Notamment la notion que l'orientation sexuelle est précoce et ne peut pas être influencée par des facteurs extérieurs. Parce que tout ce qu'on connaît dans ces efforts de traiter l'homosexualité, entre guillemets, est évidemment mis en question par ces faits qui montrent que l'homosexualité est précoce et qu'elle est fixe. Et que ce n'est pas, entre guillemets, la faute de quelqu'un si un garçon est homosexuel. Et pour ça, ces recherches sont importantes, je trouve, aussi politiquement. Si ces recherches aboutissent à la caractérisation d'un gène gay, je pense qu'on aura un discours un petit peu différent sur la finalité qu'on peut en avoir. Mais ma question n'était pas celle-là. Moi, j'étais plutôt gêné dans votre présentation par la confusion quasi permanente entre sexe, genre et sexualité. Il y a beaucoup de parallèles entre féminin, homosexualité. Enfin, pour moi, c'est des notions qui sont très très différentes et je pense que la confusion, la gêne et l'imprécision dans les résultats des recherches pourraient peut-être venir de ça aussi. Voilà, il y a le fait de jouer à la poupée, donc ça veut dire avoir un comportement féminin, donc ça veut dire obligatoirement être homosexuel. Des personnes trans qui sont hétérosexuelles, il y a des femmes qui sont homosexuelles, il y a des femmes qui sont hétérosexuelles. Enfin, je trouve qu'il y a, pour moi, il y a une grosse gêne par rapport à ces confusions, encore une fois, entre sexe, genre et sexualité. Mais j'en arrive quand même à une question très précise que j'avais sur une de vos présentations. Est-ce qu'on peut vraiment dire, quand on compare l'orientation sexuelle de deux vrais jumeaux, que le fait d'avoir été élevés ensemble n'a aucune influence, donc que le fait qu'on a 25% de vrais jumeaux qui sont également homosexuels qualifie forcément l'origine génétique ou embryonnaire de l'homosexualité? Est-ce qu'on ne peut pas, pour tirer ce genre de conclusion, il faudra avoir, à mon sens, des jumeaux vrais, élevés séparément, oui, qui donc ne sont pas influencés par le même environnement? Je vais avoir une réponse scientifique là-dessus. Merci. Alors, les études de jumeaux sont fascinantes. La grande difficulté, c'est que le nombre de cas de jumeaux identiques élevés différemment, homosexuels ou non homosexuels, est très petit. Et même les plus grands registres de jumeaux, par exemple, les Suédois ont ces données, sont trop petites pour répondre à cette question avec des jumeaux élevés à part ou ensemble. Mais on peut dire que les fratries sont élevés dans des environnements très semblables, et s'il y a une différence importante de concordance entre vrais et faux jumeaux, par exemple, c'est une évidence qui est assez communément acceptée et qui fait soupçonner qu'il y a une contribution génétique au phénotype. Encore une fois, une concordance de 25%, ce n'est pas 100%, ça montre bien qu'il doit y avoir d'autres facteurs, mais le 25% de concordance
des jumeaux, des vrais jumeaux comparés à 9% pour les faux jumeaux, indique qu'il y a quelque chose là, probablement qu'on n'a pas identifié, mais qui doit être génétique. Encore une fois, je pense il ne faut pas pousser trop dans une direction absolue. Tous les chiffres que j'ai montrés montrent qu'il s'agit de nuances de gris et pas du noir et blanc. Et quand, par exemple, on évoque le comportement atypique pour le sexe des enfants, vous avez vu, ce n'est jamais 100%. Et donc, il faut se garder d'aller trop loin dans l'interprétation de ces chiffres. Ça, c'est tout à fait juste. Mais ils sont là et on ne peut pas simplement les scotomiser et dire qu'ils n'y sont pas pour des raisons pour des raisons que ça ne va pas avec la théorie particulière qu'on a sur l'homosexualité. Oui. Bonsoir, je voulais juste vous poser une question concernant ce dont vous avez parlé entre la mère et l'enfant et le facteur Rhésus. Oui. Hein, je n'ai pas trop tout compris, mais enfin, ma mère m'a toujours raconté que nous avons eu la scarlatine en même temps. J'étais tout petit. On s'est aperçu que j'ai eu la scarlatine parce que j'ai les mains qui ont pelé, mais on ne savait pas que j'avais la scarlatine. Et ma mère m'a dit que c'est à ce moment-là que nous avons tous les deux viré notre cutie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la cutie-réaction est un test pour la tuberculose. Ah. Et virer la cutie-réaction, ça veut dire que c'est aller du négatif au positif et que vous avez été exposé à la tuberculose. Alors, la relation avec la scarlatine, je ne vois pas très bien, sauf que, disons, dans le vieux temps, les maladies infantiles graves étaient associées à une immunodépression qui rendrait plus vulnérable à la tuberculose. Et, par exemple, après la rougeole, beaucoup d'enfants ont développé également, sont infectés par une tuberculose, probablement pas moins de résistance. Donc ça donne quelques éléments, mais l'histoire ne tient pas très bien, je dois dire. C'est ce qu'elle m'a toujours dit, donc je pensais que ça avait une relation avec ce dont vous aviez parlé tout à l'heure, mais visiblement pas, donc c'est pas grave. Je ne pense pas, non. Merci. Oui. Bonsoir, on m'entend? Oui. Juste une question de curiosité, qu'est-ce qui fait que, pour quelles raisons il est plus facile de fixer, de connaître les chiffres chez l'homosexualité masculine et non pas chez l'homosexualité féminine? Alors, j'ai mentionné quelques raisons. Alors la première, c'est qu'il est plus facile de dire qu'un homme est homosexuel parce qu'il restera homosexuel. Les femmes parfois passent par des phases de vie où ils ont un comportement hétérosexuel et puis ensuite homosexuel. Alors, disons, dans les études de ce type, on aime bien comme chercheur d'avoir quelque chose de ferme sur lequel on peut se baser, et ça c'est le premier problème. Bah justement, ma question elle est là, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a cette différence voilà. Parce que si on essaie de trouver une raison génétique chez l'homosexualité féminine, pourquoi est-ce que ce serait si différent chez la femme? Mais justement, c'est une... Bon, mon propos était juste que chez les femmes, c'était plus difficile à investiguer, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on veut comparer par exemple femmes homosexuelles et femmes hétérosexuelles, et la prochaine fois qu'on regarde votre femme homosexuelle que vous avez investiguée dit qu'elle n'est plus homosexuelle, qu'elle est hétérosexuelle, ça pose des problèmes. Vous voyez ça, oui, un peu caricatural. J'entends bien, mais moi c'est précisément ce point-là ça qui pose un m'intéresse, problème. en fait, de savoir pourquoi est-ce qu'une femme peut changer comme ça. Alors, je dois dire que je ne sais pas, et je ne pense pas que quelqu'un puisse vous donner une réponse à ces questions-là. Il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est plus facile d'utiliser des hommes que des femmes. Ça tient à l'expérimentation. Pour savoir, par exemple, quelles stimulations sexuelles marchent, et c'est comme ça qu'on classifie d'une manière objective, entre guillemets, les hommes en homosexuels et les hétérosexuels. On leur montre des photos érotiques montrant des hommes ou des femmes, et on mesure le volume du pénis.
Ça se donne par un plétismomètre. Enfin, les détails sont scabreux, mais enfin, vous voyez, ça ne va pas chez les femmes. Donc de nouveau, pour des raisons de solidité d'expérimental, il y a plus de chercheurs qui se sont intéressés à ça qu'à l'homosexualité féminine. Merci. Excusez-moi, mais c'est juste pour savoir, quand vous parlez des oncles maternels qui sont aussi homosexuels, est-ce que dans l'expérience c'est précisé si les neveux et les oncles ont eu des contacts sociaux ou pas? Je pense qu'ils ont. Alors, peut-être. Je pense que oui. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas de contacts sociaux? Ou bien qu'est-ce que vous... Quel est... Non, je peux pas parler comme ça. On n'entend pas. Non, mais ce serait pour ça, ce serait plus génétique, ou purement génétique, ou si le fait de savoir que dans sa famille, il y a une personne qui est aussi homosexuelle, ça fait qu'on va plus facilement se dire « Ah, bah, je suis homosexuel » et moins être refoulé, ou moins avoir une gêne à parler de ça. Peut-être que c'était... C'est possible, mais enfin, pourquoi les oncles pourquoi seulement les oncles maternels, mais pas les oncles paternels, n'est-ce pas? Ça ne serait pas tout à fait logique. Là, il y avait encore quelques derrière. Pardon. Oui, moi j'aimerais juste savoir votre opinion, parce que ça m'angoisserait plutôt qu'on trouve le gène de l'homosexualité, parce que vous voyez, quand on est noir, c'est une question génétique, quand on est femme aussi, et puis certes, de savoir qu'il y aurait un gène de l'homosexualité, ce serait bien par rapport aux religions qui montreraient que Dieu a voulu que les homosexuels soient comme ils sont, mais par rapport à des pays comme l'Inde ou la Chine qui font des réductions drastiques des femmes avec un avortement bien choisi, on risquerait le même génocide à l'égard des homosexuels si d'un coup on pouvait savoir à l'avance est-ce que mon petit là, est homosexuel ou non. Alors qu'est-ce que vous pensez justement de ce problème de politique finalement, nataliste ou non? Oui, alors, bon, encore une fois, le gène gay a perdu un peu. Il a du plomb dans l'aile, pour ainsi dire. Je ne pense pas qu'il existe un gène qu'on pourrait identifier un jour et qu'on pourrait utiliser pour avorter des enfants homosexuels, entre guillemets. Mais cette crainte a été exprimée. Du reste, ces deux attitudes, c'est un avantage parce qu'on pourra dire c'est génétique, donc j'y peux rien et on ne peut pas me poursuivre, c'est l'avantage. Et puis le désavantage, on pourrait discriminer vis-à-vis des porteurs du gène. Ces deux attitudes ont été exprimées dans la communauté homosexuelle suite à la publication de l'article de 1993. Donc je crois que les deux choses sont possibles, mais encore une fois, l'évidence à l'heure actuelle suggère que ce gène, s'il existe, sera difficile à trouver. Aussi, s'il existe, vous avez vu qu'on a d'abord sélectionné des familles qui ont deux frères homosexuels, etc. On peut admettre que s'il existe, peut-être qu'il explique seulement une petite minorité des cas, entre guillemets, ou des instances d'homosexualité. Et donc, ça ne pourra pas servir comme base à éliminer les fœtus homosexuels. Bonsoir, merci pour ce panorama. Moi je voulais revenir du coup à cette dernière diapositive avec Monsieur Mouton et Monsieur Mouton en l'occurrence. Et puis en fonction du panorama que vous nous avez présenté, je reviens un petit peu à des questions qui ont été posées tout à l'heure d'ordre méthodologique parce que
l'ensemble des recherches qui ont été citées, on voit beaucoup de fois le terme orientation sexuelle, mais méthodologiquement, je trouve que c'est quand même un peu fumeux ce qui est avancé, parce que des fois ce sera des électrodes avec des ondes cérébrales qui s'allument, des fois ce sera l'érection, etc. Mais donc on voit que l'orientation sexuelle, elle ne sera pas définie de la même manière selon les recherches. Et qu'est-ce que c'est que l'orientation sexuelle? Et est-ce que c'est avoir des fantasmes? Est-ce que c'est les pratiques sexuelles? Est-ce que c'est s'auto-définir? Et puis là, de nouveau, sur les aspects du fait, justement, des détails scabreux, on peut avoir plein de personnes qui s'auto-identifient comme hétérosexuelles, qui ont des érections. Donc c'était un peu ma première question assez générale, de se dire quels sont les critères sur lesquels ces études se basent pour dire ce que c'est l'orientation sexuelle dans ces études-là. La deuxième question, comme c'est écrit, donc, leur orientation sexuelle est fixée très tôt. Donc c'est pas l'orientation sexuelle de façon générale, si je comprends bien, c'est uniquement de Monsieur Mouton et Monsieur Mouton qui sont extrêmement stables pendant toute leur vie. Alors. Et puis du coup, la question c'est aussi de se dire, effectivement, en termes plus épistémologiques, cette fois, c'est beaucoup plus intéressant de se demander qu'est-ce qui fait que des personnes vont être attirées, par exemple, pendant leur adolescence par certaines autres personnes, et puis tout d'un coup, elles se marient, elles divorcent, et finalement, elles sont attirées par d'autres personnes. Donc ça, c'est l'autre question aussi, le focus, qui est un peu intriguant, qui n'est pas très révélateur quand même de la, on va dire, de la diversité de ce qu'on peut appeler la sexualité. Et le tout dernier point, c'est est-ce qu'il y a aussi des familles qui ont été interviewées, c'est un exemple, dont, par exemple, les petits garçons jouaient à la poupée, mais ne sont pas du tout devenus gays. Parce qu'on se focalise toujours dans ce sens-là, mais à la fois, si on interviewait l'ensemble des familles, on verrait qu'il y en aurait plein. C'est une question. Alors, la définition de qui est homosexuel. Alors, en général, la plupart des études, c'est, quand ils disent on a examiné les homosexuels, c'est des homosexuels mâles qui s'identifient eux-mêmes comme homosexuels. On peut montrer par des expériences contrôlées que ce sont des gens vraiment excités par des images érotiques mâles et pas femelles. Donc dans ce sens, on peut se fier au phénotype. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un problème, mais quelle meilleure méthode pourrait-on utiliser? Il faut vraiment se poser la question. Et donc là, on parle pas pour l'identification de la population homosexuelle. La deuxième chose, je l'ai dit en mon introduction, j'ai beaucoup parlé d'homosexuels mâles et peu d'homosexuels femmes, et la plupart des données que j'ai montrées concernent les homosexuels mâles. Et on ne peut pas nécessairement dire que chez les lesbiennes, c'est la même chose. Donc c'est une réserve importante qu'il faut faire, et vous avez raison de la soulever. La question, est-ce qu'on a examiné ceux qui sont devenus les garçons, ou que sont les garçons qui jouent avec des poupées et qui ne sont pas devenus homosexuels? Bon, moi je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est clair que ça existe, et puis vous avez vu que dans une population de mères, d'hommes hétérosexuels, il y a quand même 9% qui ont dit il a tout le temps joué avec des poupées. On ne peut pas dire que, encore une fois, qu'un comportement sexe atypique, genre atypique à la petite enfance nécessairement prédit une orientation sexuelle, mais d'un point de vue statistique, c'est quand même un indicateur. Et les études sont concordantes là-dessus, et qu'on veuille ou pas, c'est un indicateur, mais ce n'est pas une certitude. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Oui, c'est encore moi. Vous venez de prononcer le mot problème. Je pense qu'il faut peut-être justement arrêter avec ces problèmes, parce que, à mon avis, c'est pas un problème. C'est, comment dire ça, c'est... une réalité.
c'est une réalité, il faut le prendre tel quel. Je suis moi-même homosexuel, j'ai été hétérosexuel aussi, mais j'étais hétérosexuel en étant homosexuel. Maintenant, pourquoi, du comment, je ne sais même pas moi-même. Mais aujourd'hui, vous avez dit que les homosexuels qui se déclarent quelques mois plus tard, le reste, mais ça, c'est pas non plus une certitude, c'est pas une conclusion. Et moi-même, des fois, je me pose la question, est-ce qu'un jour, peut-être que je vais redevenir hétérosexuel? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas devin, je ne suis pas médium non plus, mais peut-être, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il faut peut-être cesser c'est pas un problème, c'est un fait. Aujourd'hui, c'est comme ça, on peut rien changer. Et puis, même si ça devait être un gène gay devait exister, bah moi, je suis bien content d'avoir contracté, parce que je vis très bien avec, hein, tout simplement. Me semble-t-il que cette dernière phrase est une bonne conclusion à cette présentation. Je l'ai dit au début, c'est un sujet controversé, on n'a pas fait le tour. Je crois qu'il faudra reprendre des questions. Je pense qu'on ne peut pas croire que Bernard Hirschel serait par exemple homophobe. Hein. Je comprends que la manière dont il s'exprime parfois, je savais que ça allait être le cas et je trouvais important qu'on en ait une discussion ici, de l'entendre et d'entendre comment un scientifique parle de nous. Hein, et je reconnais que c'est parfois difficile à être comparé à des maladies. C'est comme ça, c'est des techniques. Je ne vais pas non plus faire son avocat. L'important, je crois, c'est d'ouvrir le dialogue sur ces questions, de savoir qu'il y a des chercheurs qui cherchent, d'avoir aussi maintenant, j'espère, une idée un peu plus claire de quel type de recherche ont peut-être des éléments probants et quelles sont celles où actuellement il n'y a pas de connaissances et pas de démonstration.